Mais ce soir, on a une chance, et une chance unique, il faut en profiter, c'est que non seulement a-t-on l'auteur, mais on a le préfacier aussi, celui qui présentait le livre de M. Céléanu. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que, comme il l'a présenté par écrit, nous allons donc ce soir lui demander de nous le présenter, mais en personne. Alors, M. Bernard Lévy, qui était l'auteur de la préface, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Alors écoutez, pour moi c'est un... D'abord, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, chers amis. Et puis je suis très heureux de voir que doucement, doucement, la salle s'est remplie. Et puis donc on est dans une réunion à pleine capacité. Bon. Alors, oui, pour moi c'est effectivement un grand plaisir de vous présenter d'abord l'auteur, André Célanou, et je vous dirai quelques mots seulement à propos de son livre, mais vraiment parce que il est quand même la personne la mieux placée pour en parler. Alors, personnellement, j'ai été pendant de longues années le directeur d'une revue qui s'appelle Vie des Arts. J'y ai travaillé, un demi-siècle, donc 50 ans, et 26 ans comme directeur. J'ai pris ma retraite, comme on dit, depuis quelques années maintenant, et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, justement, anime des soirées comme ça, est parfois commissaire d'exposition, donc je papillonne un peu, et surtout, je mène une carrière d'écrivain. Alors, quelques mots sur André Célanou. Eh bien, j'ai connu André Célanou dans l'exercice de mes fonctions, quand j'étais directeur de Vie des Arts. Et donc, je l'ai engagé à produire des articles, et pendant plus de 20 ans, il a écrit des articles, trimestre après trimestre, sur toutes sortes de sujets. Et donc, c'est toujours un rédacteur que j'appelle polyvalent. Quelqu'un capable de vous parler de l'art à Cuba, de l'art en Amérique latine, de l'art dans la Mitteleuropa, en me demandant d'ailleurs si je savais ce que c'était. J'ai dit si, j'ai une petite culture, oui, je sais à peu près ce que c'est. Et donc, c'est l'art d'Europe centrale. Et donc, on a comme ça, au fil des années, noué des liens d'amitié. Et donc, c'est un critique d'art, historien de l'art, théoricien de l'art, un homme extrêmement cultivé. Allons, ça va pas le faire rougir, disons un érudit. Et donc, j'ai été très heureux d'apprendre, il y a quelques années déjà, 2-3 ans, qu'il avait entamé la rédaction d'un livre. Et ce livre, c'est ce livre que nous lançons ce soir, qui s'appelle « Comprendre l'art contemporain ». Bon, alors, il va vous en parler, c'est tout un programme. Mais donc, alors, j'en ai fait la préface, et donc je l'ai lu, vraiment lu, très 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 attentivement. Donc, pour faire une préface, il faut faire très attention à ce qu'on va dire. Mais je pourrais simplement vous dire que c'est une entreprise extrêmement audacieuse que de produire un livre qui s'appelle « Comprendre l'art contemporain ». Et ce livre a comme principale qualité d'être, polydirectionnel. Il va dans toutes les directions et il a le souci d'aborder l'art contemporain dans ce qu'il a de plus radical, dans les racines même de l'art contemporain. D'où ça vient, ça? Et surtout, qui sont les intellectuels, les penseurs qui sont à l'origine de cet art et comment leurs pensées ont pu influencer les artistes qui se sont emparés de leur conception, de leur concept pour créer un art conceptuel qui est l'autre mot pour dire art contemporain. Mais là, André vous en dira plus que moi. C'est aussi, comme je dis, un livre vraiment polydirectionnel, c'est-à-dire qu'on explore les aspects physiques, physiologiques, anatomiques, psychologiques, politiques de l'art contemporain, donc vraiment l'art contemporain considéré dans
toutes ces acceptions, ce qui est une sacrée audace. Et je dois dire que j'ai lu ce livre et que je considère que c'est une réussite. Croyez-moi, j'ai quand même l'habitude d'en lire pas mal. Et dans le lot de livres sur l'art contemporain, surtout un grand nombre d'entre eux sont cités dans le livre d'André Célanou, eh bien, celui d'André Célanou se classe parmi, je dirais, les plus complets, ceux qui couvrent l'ensemble du spectre de l'art contemporain et par conséquent qui est de nature à véritablement offrir des réponses à la majorité des gens qui se préoccupent de l'art tel qu'il se produit de nos jours, tel que nous pouvons le voir, et tel que peut-être il nous choque. Alors, André explique la nature de ce choc, peut-être la façon de le surmonter aussi parfois. Et donc, il y a là aussi un souci de didactique qui est très propre à ce livre-là. Donc, je ne retiens pas davantage votre attention et je cède immédiatement la parole à l'auteur André Célanou. Merci beaucoup. Merci Bernard, vous avez fait un travail extraordinaire maintenant de présenter mon livre et vous avez dit qu'il est polydirectionnel. Et en fait, des modèles pour moi que je lis depuis que j'avais 15 ans sont Oswald Spengler avec Le déclin de l'Occident et Arnold Toynbee avec l'étude de l'histoire, A Study of History. Ce sont des auteurs qui regardent l'histoire dans l'ensemble, donc ça m'a toujours intéressé. J'ai aussi voyagé, surtout en Amérique latine, mais aussi en Europe. Et là, on rencontre le choc des cultures, on rencontre les rencontres entre les cultures, et ça m'a toujours marqué. Ça me marque tous les jours, d'ailleurs. Donc, c'est un peu la toile derrière mon livre, une toile de fond. Maintenant, je vais commencer. Beaucoup d'amis ont été indispensables pour moi dans la réalisation de cet essai. En commençant par Jean Bergeron, artiste du travail de l'édition et de l'impression qui a réalisé ce livre. Bernard Lévy qui a écrit une préface incisive et qui a effectué une révision stylistique très importante. Michel Bocage, l'artiste Michel Bocage, a fait un beau travail pour l'image de couverture. Hélène Goulet, qui est parmi nous, a lu chaque chapitre de manière très constructive. Le peintre Léonel Jules, qui est actuellement à l'hôpital malheureusement, a aussi lu le manuscrit, qui m'a beaucoup aidé aussi en lisant le livre. Anatoly Orlovsky, artiste et scientifique, il est ici. Il a aussi, il a accompagné mes considérations depuis déjà 10 ans. On a discuté ses idées et il était d'accord. Et sa mère, Ada Orlovsky, qui n'est pas ici, m'a aussi appuyé dans ce travail. Michel Houle, qui est une cinéaste, elle a aussi lu le manuscrit. Et je dois aussi remercier à l'artiste Ulises Morales La Madrid, qui est de La Havane et habite actuellement en Allemagne, qui m'a aussi accompagné, et l'artiste Camila Lozano Padilla de La Havane et de Madrid actuellement. Bon. Au cours de nombreuses visites de musées, de galeries d'art, ici et ailleurs, je note que l'art contemporain ou actuel se présente comme un puzzle, une énigme. C'était particulièrement fort dans l'exposition Histoire des Amériques, qui a été présentée au Musée d'art contemporain de Montréal déjà en 2004. À ce moment, j'ai eu une conscience aiguë du problème parce que je devais écrire une chronique de cette exposition. J'ai demandé à écrire d'ailleurs une chronique de cette exposition. Par exemple, l'artiste Sergio Vega, un artiste argentin, présentait des photos de paysages dans le premier jour. C'est le nom de l'œuvre, des reproductions du journal d'Alexander von Humboldt, naturaliste allemand du début du XIXe siècle. C'était des objets domestiques et un texte explicatif sur la nature de l'exploration du Venezuela. Il y avait de la poésie dans cette installation, mais il fallait comprendre l'idée, et d'un coup, en quelque sorte, il y avait beaucoup de textes explicatifs. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ces présentations, les textes sont indispensables. Texte analytique ou poétique à propos des images et des objets, dans le cas de premier jour. Mais il faut aussi présenter pour tous les événements une démarche d'artiste et une forme de philosophie explicite de la création pour chaque artiste dans chaque exposition. Sans ça, c'est avis de non-recevoir. D'ailleurs, Nathalie Heinisch, une sociologue de l'art française, le dit clairement
dans un livre récent. Il faut aussi donner toujours la biographie et, si on peut, philosophique de l'artiste. Donc il y a tout un dossier qui doit être avec n'importe quelle œuvre. Eh bien, ce n'était pas le cas dans le passé. Plus exactement, depuis 40 ou 50 000 ans, selon les découvertes archéologiques, l'homme fait des images dans les grottes. Et jusqu'aux environs de 1980. Depuis environ une génération, c'est-à-dire l'art contemporain, l'art qui nous est contemporain, joue beaucoup sur le texte accompagnateur. Le contact direct viscéral avec le spectateur que la peinture, la gravure gestuelle peuvent produire est coupé, effacé par l'interposition du texte explicatif. Je dois souligner que la forme conceptuelle ou post-conceptuelle s'impose de plus en plus avec son frère utérin, l'art technologique, virtuel et ainsi de suite. La forme qu'on appelle post-conceptuelle suit la même idée que la forme conceptuelle, mais en plus élaborée. Donc bon, il n'y a pas de grand mystère. Bien que peut-être le mot post-conceptuel évoque toutes sortes de questions. Il s'agit de l'art, d'ailleurs, et tout le monde le sait ici, enseigné dans les universités, l'art des biennales internationales, l'art des galeries branchées. Mais le public reste encore perplexe selon mes propres sondages informels. Il achète pour chez soi des peintures, souvent des soi-disant simples paysages ou, comme on dit, des cabanes à sucre. Donc il y a une distance très grande entre ce que les gens du monde aiment et ceux qu'on nous présente comme l'art officiel. C'est un peu comme la science, la physique quantique et ce que les gens savent de la physique de l'école. Bon. D'ailleurs, les critiques, les philosophes connus reconnaissent parfois cette coupure entre le public et l'art institutionnel. Et je cite la sociologue de l'art Nathalie Heinisch, le philosophe de l'art Yves Michaud, qui parle dans son livre sur l'art contemporain, l'historienne de l'art Rosaline Krauss, sont généralement d'accord avec cette constatation. J'aimerais faire ici une distinction importante. Et ça, c'est très important, rappelez-vous. Il y a largement, abondamment, dans l'art officiel même, une forme d'art, donc je dis aussi dans l'art officiel qu'on nous présente aujourd'hui, dans les musées, où on nous présentait, je ne sais pas, une forme d'art de l'amusement ou un art décoratif lié à l'aménagement de l'intérieur. Il y a dans des cinémas, ou je ne sais pas, dans des musées, des environnements immersifs où on nous montre l'œuvre de Van Gogh et on peut se promener à l'intérieur d'un tableau ou des sons, je ne sais pas, peut-être même de l'eau. Il y avait quelque chose ici il y a 3 ans, 2 ans, une espèce de truc comme une cascade et on sentait la vapeur qui crée des sensations plus ou moins fortes, mais il n'y a rien vraiment analysé. En 2002, j'ai vu à la Biennale de Montréal un artiste de Berlin qui était présenté comme un as, un virtuose de la décoration d'intérieur. Donc ça aussi, ça fait partie de l'art contemporain. Bon. Mon livre se concentre sur l'art contemporain conceptuel ou post-conceptuel. Donc j'ai laissé de côté tout ce segment que je viens de mentionner. C'est celui qui pose des problèmes d'interprétation, celui dont M. Lévy a parlé, que je vais mentionner. Et je dois dire tout de suite que l'effort intellectuel est requis avec les installations conceptuelles. L'art conceptuel est l'art du signe, un art qui raconte quelque chose à travers des signes. La matérialité, le travail artistique deviennent vraiment secondaires ou inexistants, très souvent. Ce sont des objets, voilà, une œuvre d'art contemporain, c'est moi qui parle, voilà. C'est le récit avec des signes qui comptent, qui définit l'œuvre. Le problème de comprendre est, à mon avis, de nature cognitive, du domaine de la psychologie, et M. Lévy a mentionné cet aspect de mon œuvre, de mon travail, bon, excusez-moi. Considérons ici un tableau, un objet non conceptuel, par exemple. Depuis 50 000 ans, l'art de Lascaux, Chauvet, Altamira, jusqu'à Rothko, Motherwell, du modernisme tardif, disons ici au Québec, Riopelle, Charles Gagnon. Dans toutes ces œuvres, on voit des tentatives d'atteindre la beauté, l'harmonie, l'équilibre, enfin l'émotion, le sentiment,
à travers la peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture, même le jardinage. L'effort conceptuel, cette sensation de résoudre un puzzle n'était pas requis. Lorsque dans la Renaissance, il y avait le néoplatonisme dans je ne sais pas combien d'œuvres du XVe siècle, oui, bon, peut-être c'était impossible à comprendre, mais il y avait toujours une surface qui nous séduisait. Donc, même une personne qui ne comprenait pas le thème profond était capable d'admirer le tableau parce qu'il y avait des femmes, la Vierge, ou je sais pas, des enfants, des tortures, quelque chose qui nous touchait, ou des paysages. Dans ces tableaux ou sculptures, l'énergie de l'objet, je dirais davantage, l'énergie du créateur, du peintre, nous atteint au niveau presque physique. Et moi je dis, et j'ai constaté par ma propre expérience, que c'est très lié à l'énergie qu'on saisit en nous-mêmes, dans le Hatha Yoga ou dans la méditation par exemple. Donc il y a une énergie dans l'art de valeur, dans l'art de qualité. Le chromatisme, la texture nous touche. À travers l'œil, nous sentons quelque chose comme une impulsion vers la peau, une impulsion épidermique. On appelle ça la synesthésie. Il y a des auteurs qui s'attardent sur ça depuis déjà le XIXe siècle. Il suffit au hasard de regarder une céramique grecque, un bonnard, une sculpture érotique hindoue, une peinture chinoise à l'encre sur soie. Ici, dans ces œuvres-là, il y a une œuvre unitaire, centrée, qui émane une énergie, une transmission de l'émotion, de la tendresse, du mystère même. En revanche, l'œuvre hybride, discontinue, dont il faut rassembler les morceaux, c'est plus difficile dans ce cas de mobiliser l'émotion et l'énergie. Et ça, c'est l'œuvre contemporaine. Physiologiquement, notre perception est différente de celle requise dans l'art conceptuel ou post-conceptuel, quand c'est le cas de l'œuvre traditionnelle, donc jusqu'en 1980, et bien sûr aujourd'hui tous les artistes qui travaillent encore dans l'art moderne ou traditionnel. L'art actuel est vraiment différent. Et je suis d'accord dans ce cas avec Marcel Duchamp, avec des théoriciens contemporains comme Anne Coquelin, Nicolas Bourriaud et d'autres. Et maintenant, c'est un peu ardu peut-être, pour élucider le processus mental de comprendre l'art actuel, j'ai constitué un modèle qui est dans le chapitre 1 de mon livre. Pour venir à bout de l'art post-conceptuel, j'ai détecté ces outils, cet ensemble qui aide à comprendre à la fois la méthode de la déconstruction de Derrida et le rhizome de Deleuze, deux philosophes français très connus du post-structuralisme. Pour Deleuze, le rhizome est en botanique un bulbe relié par des filaments souterrains qui sautent entre les bulbes, et on voit ça dans les pommes de terre, le riz dans une variété de fleurs. Mais moi je parle du rhizome, et ça c'est mon explication à moi, le rhizome philosophique qu'on voit chez Deleuze. Donc attention, ce n'est pas le rhizome qu'on rencontre en botanique, mais c'est le rhizome philosophique. Et ça on le trouve dans son œuvre 1000 plateaux, qui fait partie du cycle capitalisme et schizophrénie. Voilà, ce concept m'a aidé à mieux comprendre l'art actuel. L'art post-conceptuel, celui de l'installation contemporaine, est en effet hybride, hétéroclite, composite, discontinu, comme le rhizome philosophique de Deleuze, et vous avez tous sans doute vu des expositions où on montre un écran, une ampoule, je ne sais pas, une personne, un texte, tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais parler un peu de Derrida. La déconstruction de Derrida est une manière d'analyser ce qu'il dit, disloquer un texte ou une réalité pour voir qu'est-ce que se cache derrière ou dedans les énoncés. Ceci veut dire qu'il y a absolument toujours une manière de voir le texte ou la réalité, de l'interpréter autre que celle que son auteur a imaginée ou pensée. Donc c'est une espèce de paranoïa, voir autre chose, on peut dire analyser aussi. Bon. Alors, l'artiste déconstruit, disloque, analyse, disons, ce qu'il veut montrer dans l'œuvre d'art. Ensuite, il met ensemble ces fragments déconstruits et vous aurez une œuvre en forme de rhizome, une installation hybride. Ah bon, maintenant, important. Le texte qui accompagne cet assemblage
et de la partie, et c'est une chose claire et officielle, vous allez ici à côté au musée d'art contemporain, vous allez n'importe où dans les musées d'art contemporain, il y a toujours une kyrielle de textes à tous les niveaux. Avec ces fragments de texte et autres, on recompose un ensemble, et c'est l'œuvre d'art contemporain. J'ai imaginé le terme art conceptuel thématique pour parler d'une bonne partie de l'art actuel. Les œuvres composites et les textes qui les accompagnent, et les textes même qui commentent l'œuvre. Il y a les thèmes des textes qui accompagnent l'œuvre, et ensuite il y a les critiques d'art qui font à leur tour des textes sur des textes. Donc c'est toute une espèce d'intertextualité entre ce qui est écrit et ce qui est présenté avec les œuvres muséales. Maintenant, j'aimerais citer quelques mots qui reviennent dans les concepts que ces œuvres illustrent. Et je dis bien illustrent, ok? Parce qu'on n'est pas dans la spontanéité, on est dans l'illustration, donc dans la préméditation. On conçoit quelque chose, une idée, un concept, et ensuite on l'illustre d'une certaine manière par l'œuvre d'art, l'œuvre ou la production. Donc il y a des mots qui reviennent: stratégie artistique, code dominant, projets sociaux, gestes, mémoire, c'est un terme très couru il y a encore 2 ou 3 ans, territoire, et je donne la médaille d'or à ce terme parce que je crois que c'est celui qui est le plus couru ici ailleurs, en Occident en tout cas. Centre et périphérie, et là on passe dans le tiers-mondisme. Homogénéisation de signes de différence entre centre et périphérie, ça c'est par exemple dans le sillage du Derridien, de philosophe déridien, directeur du Centre de littérature de Harvard, Homi Bhabha, centre et périphérie. Appropriation d'espace. Alors ce mot appropriation est illustre parce qu'on parle d'appropriation à l'infini. Et dans l'avenir, quand on fera de l'art contemporain, on va s'approprier des œuvres qui sont déjà des œuvres d'appropriation actuelles. Donc c'est un processus infini, l'appropriation, et très in. Je cite chez Nicolas Bourriaud, un commissaire français aussi écrivain, philosophe, « Richesse des rapports du monde déterminée par la structure économique ». Bon. 2 chez Deleuze, migration, nomadisme social, voyage. Évidemment, consumérisme. Moi, j'aimais beaucoup l'esprit du lieu qui était à la mode il y a à peu près 10-15 ans, et celui au moins recelait un certain mystère. Et toutes ces thématiques, tout ce que je viens de dire, revient tout le temps d'un musée d'art contemporain à l'autre, d'une exposition à l'autre, d'une galerie à l'autre, d'une biennale à l'autre, d'un pays à l'autre. Dans son livre Radicant, qui est une des sources de mon livre, enfin dans la bibliographie, Nicolas Bourriaud, commissaire parisien, écrit que la peinture aujourd'hui doit donner priorité, attention, priorité, droit de passage à l'art conceptuel, sinon elle sera entachée de nullité. Et ça, c'est bien caché derrière certains paragraphes. Mais je dis, moi, qu'ici même, il y a bien d'artistes qui ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils font de la peinture. Donc, ils ne veulent pas être entachés de nullité s'ils accordent droit de passage à un autre type d'art. Je viens de voir ces jours-ci, dans un musée local, une œuvre d'art construite autour de textes. Je crois que sur le paysage d'une région et de l'écologie, j'en passe, je ne sais pas qui est l'auteur. C'est une surarchée dans ce temps. Ici, le texte divulgue ça, carrément sa centralité. Le supplément ici, ce n'est plus le texte, ce sont les photos qui vont avec le texte. Donc ça veut dire on va plus loin dans le sens du texte. Maintenant, c'est le texte et l'illustration est secondaire. Déjà en 1999, l'influente historienne de l'art new-yorkaise Rosalind Krauss de New York, professeur à Columbia, écrivait 25 ans plus tard, ça veut dire donc 25 ans plus tard de 1974, donc c'est déjà, il y a 25 ans, elle écrivait 25 ans plus tard, dans le monde entier, dans chaque biennale et dans chaque foire d'art, le principe de la fin des arts individuels. Donc ici, donc elle parle de l'hybridité, du ramassage de divers trucs artistiques, pas simplement peinture, sculpture en soi en essence, mais rassemblement de modes. En tant que médium spécifique, comme dans l'œuvre ironique de Marcel Broadhurst,
musée d'art moderne au département des Aigles, fonctionne comme un nouvel académisme. Donc une personne de l'académie, Rosalind Krauss, parlait déjà d'un académisme en 1994. Qu'elle se présente comme une installation, je cite maintenant de Krauss, ou comme une critique. L'installation multimédia s'est répandue internationalement, elle est devenue multiprésente. C'est quoi l'installation multimédia? C'est un rassemblage d'écrans où chacun présente autre chose, je ne sais pas, avec peut-être des objets au milieu, à la limite même des dessins et des tableaux. Et attention, Rosalind Krauss est une fervente de l'art contemporain. Donc, je ne suis pas contre les gens qui se contredisent, mais elle se contredit. À l'opposition de ceci, par exemple, l'œuvre d'art impressionniste chinoise, grecque, soviétique même chez les troglodytes de Lascaux, cherche sa variante de beauté à travers une unité formelle, visée et un centre. L'œuvre est centrée dans du spirituel dans l'art. Kandinsky mentionne la nécessité intérieure de l'œuvre. Donc, l'art se présente un peu comme un théorème géométrique, je veux dire, la nécessité intérieure, c'est comme les conditions nécessaires et suffisantes d'un théorème géométrique pour que l'œuvre qu'on puisse jouir de l'œuvre. L'académicien François Cheng cite le grand peintre chinois du milieu du XVIIe siècle, Shi Tao, qui met l'accent sur la méditation réceptive, ouverte à l'énergie de l'univers. Il parle du souffle-énergie comme phase centrale du travail pictural. C'est dans mon livre, dans le 4e chapitre. Je vais citer François Cheng. L'unique trait de pinceau, notez la gestualité contrôlée du travail, embrasse l'encre. Le pinceau reçoit l'encre, la main reçoit le pinceau, la main reçoit l'esprit, tout comme dans le processus qui fait que le ciel engendre ce que la terre ensuite accomplit, ainsi tout est fruit d'une réception. Comme il est dit au livre des mutations, un classique de l'Antiquité chinoise, à l'image de la marche régulière du cosmos, l'homme de bien œuvre par lui-même sans relâche, et c'est ainsi qu'on vénérera la réceptivité. En fait, la plus grande partie de l'art d'aujourd'hui n'est pas complètement conceptuelle, elle contient des éléments tactiles ou sensuels, mais aussi de la hétérogénéité, des sauts conceptuels, de la dissonance conceptuelle. C'est normal, les artistes sont de leur temps. Beaucoup d'artistes québécois appartiennent à cette catégorie. On peut voir illustré dans mon livre des installations du couple Kozik, des installations conceptuelles avec un sens de l'humour, de très intéressantes peintures de François Vincent, Corneau, Hélène Goulet, Marc Séguin, Martin Bureau, Serge Tousignon, Léonel Jules, Daniel Lauzon, des œuvres graphiques de Daniel Cadieux. Ce livre, donc, en conclusion, vous offre des analyses et des perspectives qui vous aident à mieux saisir de quoi il s'agit, de placer, de classifier, d'apprécier une œuvre d'art contemporaine, mais aussi une œuvre d'art, en même temps, une œuvre d'art traditionnelle. Les deux, comme concept, sont complémentaires. Et j'ajoute que le peintre, le sculpteur, le graveur et l'artiste graphique qui manie les expressions de la main, du cerveau et du support indestructiblement alliés, sont encore capables de créer une pérennité d'expression qu'on ne peut pas atteindre d'une autre manière, à mon avis. L'émotion, le message qu'ils créent en concert sont profonds et durables. Voilà. Mais bon, est-ce que vous avez quelques questions? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Oui. Ma question est quelles sont les perspectives fondamentales du dépassement de cette postmodernité qu'on vit déjà depuis près d'un demi-siècle, maintenant depuis une décennie. Je sais qu'il y a différentes tentatives de sortie qu'on appelle tantôt le post-moderne, tantôt le méta-moderne, tantôt le néo-moderne, mais finalement elles finissent toutes par se résorber dans ce continuum postmoderne qui
risque peut-être de durer des siècles si on a brisé le ressort de l'impulsion linéaire de la temporalité. Alors, si c'est vrai, comment réparer ce ressort et y a-t-il possibilité de sortir du postmoderne et comment est-ce que l'auteur l'envisage, au moins dans les grandes lignes? Anatoly, c'est vous qui venez de donner la réponse. Vous avez dit ça peut durer des siècles. Je suis d'accord avec vous et je viens de le dire ici. Je crois aussi qu'on voit dans des pays, par exemple en Amérique latine, il y a comme le métissage racial, c'est pas culturel. Je mentionne dans mon livre des formes de synthèse. Évidemment, la synthèse va contre l'idée de l'art contemporain qui est divisé, discontinu, hétéroclite. Mais bon, il y a des synthèses que je vois chez certains artistes qui inventent de nouveaux concepts, comme Ulises Morales La Madrid, un artiste qui vit aujourd'hui en Allemagne, assez connu à Cuba. Donc moi j'aime ça. Je veux dire, moi je crois qu'au tiers-monde, peut-être en Amérique latine, il y a certaines, pour moi les tentatives les plus naturelles d'une synthèse, mais on n'est plus dans l'art contemporain, mais on est dans l'art contemporain. Mais finalement, si, disons, comme aujourd'hui, ici à Montréal, il y a des dizaines d'artistes qui ont fait leur bread and butter, je ne sais pas comment dire, les choux gras. Les choux gras, non, ça veut dire rire de quelque chose. Enfin, qui ont fait de l'art référentiel ou d'appropriation, ok? Alors j'ai vu sur Goya, j'ai vu sur Cézanne, évidemment des œuvres qui n'ont pas la force ni de Goya ni de Cézanne, qui se réfèrent à ces œuvres-là. Évidemment, on ne peut plus faire des œuvres qui se réfèrent aux œuvres d'appropriation. Donc voilà, c'est comme un cercle bizarre. C'est ma dernière question. Elle est moins générale, mais je suis compositeur de musique contemporaine. Il y a bien sûr beaucoup de parallèles avec l'art contemporain visuel et j'aimerais savoir ce que l'auteur pense de certains courants qui peut-être rejoignent un peu la matière au-delà du signe tout en gardant une composante derridéenne ou deleuzienne. Alors, il y a des compositeurs, ce n'est plus très contemporain, là on parle des années 2000, mais c'est toujours actuel, d'actualité. Donc, qu'on peut appeler derridéens comme Muzio Clementi, comme Sciarrino, qui fonctionne beaucoup dans le dérivé, dans le parergone, la frontière, les divisions de les divisions, etc. Pourtant, il y a un certain souffle, il y a un qui, comme dans la terminologie chinoise, qui arrive à circuler grâce à une forme du néo-baroque, parfois même on peut dire néo-chirurgaresque, une certaine floraison qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle les nouvelles complexités de Lachenmann, par exemple. Ensuite, il y a, et c'est mon dernier exemple, un groupe qui a été fondé à Moscou aux alentours de 2014, au milieu de la décennie 2010, qui s'appelle Soma. Alors, Soma par référence à la drogue du plaisir de Aldous Huxley dans Le meilleur du monde et aussi par rapport au corps. Alors, la tendance théorique principale de ce groupe, c'est de fondre ses propres expériences de création et de les fondre dans on peut dire, un four alchimique, un athanor qui permet de les dépasser et de les régénérer par un très grand investissement physiologique, sensuel du corps du créateur et du corps du système nerveux, plus précisément de celui qui reçoit cette œuvre. Alors là, il y a encore question d'auto-appropriation, de réflexivité,
Mais il y a aussi intégration, il y a fonte, comme on peut dire la sculpture de fonte. Et puis il y a l'exemple que je donnais de la nouvelle complexité qui est quand même traversée par un certain courant énergétique, un courant exacerbé et intensifié par cette complexité même. Donc voilà, qu'est-ce que l'auteur pense de... Mais personnellement, cette trop grande complexité va dans ce sens de la division, de la déconstruction. Elle est très rhizomatique. Moi, ce qui me touche, c'est souvent une chose qui est un vecteur qui va dans une direction, qui saisit mon émotion. Je crois que l'émotion est très importante. Ben, si l'œuvre parle de physiologie en tant que thème théorique, bon, c'est peut-être intéressant, mais peut-être c'est un peu difficile, je vais dire que Deleuze parle dans son livre de déterritorialisation, c'est-à-dire un concept qui est appliqué dans un autre domaine que le domaine initial. Ce qu'on voit, c'est que la philosophie est actuellement déterritorialisée en art. On a un art qui fait de la philosophie. Est-ce que c'est le rôle de l'art de faire de la philosophie, et purement de la philosophie? En musique, je ne connais pas ces courants musicaux, mais ce que je dois dire, c'est que mon livre, à mon avis, s'adresse à tous les domaines de l'art. Je connais mieux les arts visuels, mais je crois que ces courants, on les voit en littérature et on les voit en musique. Et parce que c'est un paradigme actuel. Mais je vais encore insister que, pour moi, personnellement, j'aime l'art chinois parce qu'il y a une grande énergie. Donc pour moi, l'énergie de l'œuvre, que l'œuvre émane et que l'artiste met dans l'œuvre est essentielle. Et sans ça, pour moi, l'œuvre n'est pas valable ou elle est peu valable. Il faut qu'il y ait une énergie qui est accessible, une énergie que le corps aime. Voilà. Oui. J'ai l'impression, mais corrige-moi si je me trompe, parce que tu sais que je ne suis pas un spécialiste, que l'art contemporain serait l'engendrement d'un cadrage analytique plutôt que, comme traditionnellement, ça a été d'ordre synthétique. Alors, le cadrage analytique, c'est celui qu'on voit dans l'institutionnalité, dans l'institution, en particulier dans la formation. En fin de compte, les artistes, quand ils vont étudier l'art, ils doivent surtout pondre des thèses, des articles, du texte. Et donc ma question est, jusqu'à quel point cet art contemporain est en grande partie le fruit de l'institutionnalité, en particulier du cadrage analytique qui est le propre de la job des universitaires. Quand l'art contemporain, ce qu'on appelle contemporain, a commencé il y a 100 ans avec Duchamp, et peut-être même après, il y a eu une interruption pendant longtemps à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a sauté dans les années 50. Il y avait Yves Klein et tous ces gens, ils étaient dans le milieu des marchands d'art et des avant-gardes, dadaïstes, etc. Mais après 1970, ça a été saisi par le monde universitaire. Et il y a eu à un certain moment les écoles de beaux-arts. Donc l'art, et je dirais à 90%, ce type d'art est encadré d'une manière institutionnelle. Les grandes collections, Pinault et Saatchi par exemple, on ne peut pas avoir chez soi des œuvres d'art contemporain. Qui veut avoir des choses qui chantent, je ne sais pas, qui occupent des salles entières avec des textes? Donc, à 90% c'est institutionnel et le moteur de ça est institutionnel. Donc, évidemment, les textes font partie de l'institutionnalité, mais maintenant c'est tellement normal qu'on ne le voit même plus. Voilà ma réponse. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'énergie. Oui. Et personnellement, je suis très sensible à ça en art, l'énergie. Et vous avez parlé, je pense particulièrement à un artiste qui s'appelle Jan Peiming, actuel, qui fait des grands portraits, des portraits de Mao avec une énergie radicale, en noir et blanc. Et pour moi,
l'énergie, c'est la beauté, quoi. Et vous en avez bien parlé tout à l'heure. Et vous dites, si je lis la 4e de couverture de votre livre, dans le paysage de l'art d'aujourd'hui, que sont devenus la transcendance, l'intuition, la beauté, le mystère, les qualités traditionnelles de l'art, y ont-ils encore une place? Et je pense à ce très beau roman de Dostoïevski, L'Idiot, où des personnages entre eux échangent, et l'un d'entre eux se pose la question, la beauté sauvera-t-elle le monde? Qu'en pensez-vous? D'abord, Dostoïevski, je crois que c'est quelqu'un qui vient profondément de la tradition orthodoxe, qui est basée sur la tradition byzantine. Donc, chez Plotin, Platon-Plotin, je veux dire, il y a une ligne ininterrompue dans l'esthétique orthodoxe. Il y a un lien entre la beauté, l'harmonie et la sainteté et la justice. Mon expérience, c'est qu'il y a des artistes qui sont d'exceptionnels artistes, mais ce n'est pas nécessairement des personnes morales ni rien. Moi, je ne vois pas le lien, mais peut-être au niveau idéal, il y a un lien. Donc, je crois que de Dostoïevski, enfin, je fais le lien avec la théologie orthodoxe. Maintenant, pour ce qui est de l'énergie, l'art chinois actuel, par exemple, c'est un art qui est très inspiré de l'art occidental, parce que c'est, qu'on veuille ou non, c'est l'Occident qui donne le ton. Alors, eux, ils ont imité l'art occidental, et c'est ce qu'ils font. Mais l'art chinois actuel, depuis 30 ans, c'est un art également hybride qui est comme ironique. C'est une appropriation déridienne d'éléments chinois et d'éléments occidentaux. Et peut-être dans une certaine mesure, il reprend cette énergie, mais il n'y a aucun lien entre l'art chinois actuel et l'art traditionnel d'il y a du millénaire d'or de l'art chinois, de 800 à 1800, où vraiment l'énergie était de l'essence. Il y avait des centaines de peintres qui étaient aussi théoriciens de l'art, qui parlent surtout de l'énergie sous ses diverses formes. Je ne sais pas si ça répond quelque chose. Je vais peut-être me poser la question que je vais dire. Pensez-vous, on voit bien en ce moment les problématiques qu'on a au niveau de l'actualité, notre planète qui va de plus en plus mal. Hein. Pensez-vous que l'art a un rôle pour peut-être sauver le monde, la beauté aussi? Personnellement, j'aime cette idée, mais est-ce que les hommes d'État comme Poutine, comme, je ne sais pas, Trump, comme le chef de la Chine sont vraiment intéressés par l'art? Est-ce que vraiment l'esthétique fait partie de leur calcul? Je doute. Parce que... Ça passe pas. Ça ne peut pas passer directement par l'artiste. Ben, si on est mystique, peut-être qu'il y a une apparition. Est-ce que vous avez lu les aventures de Arthur Gordon Pym de Edgar Poe, non? À la fin, il y a une grande figure blanche qui se profile au pôle sud et qui sauve, paraît-il, des gens qui étaient dans un canot. Bon, peut-être l'art va sauver le monde. Enfin, peut-être au niveau individuel, il y a un salut par l'art, mais il faut encore avoir un psychique très reposé et terré pour participer à ce type de salut individuel. Mais je ne sais pas si le salut collectif passe par là. Juste une petite note en bas de page à propos de ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai plongé dans la problématique climatique, donc c'est comme une autre affaire. Mais une chose qui m'a frappé lors d'une réunion de plusieurs chefs d'État, c'était que le seul à parler de préserver la beauté du monde, je ne me rappelle pas exactement les mots, les arbres verts et les rivières et les fleuves purs, etc. C'était Xi Jinping, le seul qui a évoqué. Le chef de la Chine actuelle. Oui, le seul qui en a parlé très explicitement, et pas juste comme un commentaire en passant là, mais vraiment c'était l'introduction à son exposé. Le seul. Ce que je vois moi, c'est que tous ces pays-là actuellement, ils sont en train de tester des armes hypersoniques. Ça veut dire qu'on n'a même plus le temps, on a peut-être un tiers de seconde d'attendre un obus qui est lancé à 300 km d'ici. Mais oui, j'espère qu'il y a une espèce d'esprit, Dieu, je ne sais pas, qui peut-être paralyse tous ces gens. Je sais pas.
que vous pourriez nous parler de comment votre travail dans le terrain ici, parmi les artistes québécois, vous a préparé pour la conception de ce livre? Est-ce que vous pouvez vous parler de votre expérience personnelle ici en tant que critique d'art, etc. Oui. Ben, moi, je dis que Montréal est un endroit très, très bon pour observer ce qui se passe dans l'art. Et il y a toutes sortes d'artistes québécois, francophones, anglophones, ethniques, etc., qui travaillent à tous les niveaux de l'art contemporain et non contemporain. Donc, c'est un bon observatoire ce qui se passe dans l'art. Alors, ici, c'est pas coupé du monde. Ce qui se passe dans le monde est exactement reflété ici et bien reflété ici. Comme j'ai mentionné des artistes dont il y a quelques-uns ici dans la salle, je note Claudia Bernal, sur qui j'écris, je note Hélène Goulet, je ne sais pas, elle est partie. Ah non, elle est partie, quoi. Hélène Goulet, qui encore... Comment? Elle est partie au Bar-Travail. Ah, ok. Mariola, qui encore? Anatoly, qui est photographe. Fabio Avera, qui est colombien, excellent, vraiment, une peinture phénoménale, mais rien de contemporain, c'est un art moderne. Fernando Suarez, voilà aussi, qui est beaucoup d'influence contemporaine. Michel Bocage, qui a fait la couverture du livre. Il y a des éléments, chez la plupart de ces artistes, il y a des éléments dont je parle contemporains. Comme je dis, l'installation contemporaine n'est pas dans son état pur. Alors je dis ici, bien sûr, c'est une très bonne place pour observer l'art et voir l'évolution de l'art. Et je veux aussi noter la présence de M. Fournel qui a reçu le prix Bordua, qui vient d'arriver. C'est un honneur de l'avoir parmi. André Fournel, un sculpteur exceptionnel, dont je ne sais pas si vraiment contemporain. Je dirais que c'est plutôt moderne, en tout cas à mon avis. Bon, le concept contemporain et non contemporain est discutable. Ce qui est peut-être contemporain pour moi, et on peut dire que justement c'est de l'art. Ça dépend beaucoup du jugement de chacun. Mais je donne, je crois, des outils pour aider. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment votre démarche se distingue? Est-ce que vous pouvez expliquer comment votre démarche se distingue de la démarche sur l'art faite par les institutions? Vous êtes critique d'art. Comment votre livre se distingue des livres qui sont faits dans l'académie, etc. Oui. Ce que j'ai expliqué ici va dans cette direction. C'est-à-dire que moi, mon analyse fondamentale est basée sur la physiologie de la perception de l'art. C'est là que j'ai vu qu'il y a une différence entre l'art contemporain. Je sentais quelque chose, un effort que je devais faire à comprendre comme une équation mathématique quasiment, comme résoudre des équations différentielles. On voit ça aussi dans la poésie contemporaine. Et l'art moderne, disons des impressionnistes, Bonnard, l'art chinois, les autres écrits, comme je viens de le dire, utilisent le langage des œuvres d'art, des textes. Et j'ai fait une liste d'à peu près 20 concepts, et il y en a d'autres. Donc ce n'est plus à la mode de parler de la matérialité de l'œuvre. Et pour moi, qu'on le veuille ou non, la rétine saisit la matérialité, le cerveau saisit la matérialité de l'œuvre. Donc c'est un problème de peau, de sensualité, de vision. C'est subtil, mais c'est comme ça. Alors, eux, ils parlent du contenu de l'œuvre. Moi, malheureusement, je ne m'intéresse pas tellement, en tout cas dans ce contexte, au contenu de l'œuvre. Je m'intéresse à comment on saisit l'œuvre, comment on l'apprécie. Et le contenu vient après, mais d'abord, est-ce que l'œuvre me donne un plaisir physique ou un plaisir mental? Je veux dire, par exemple, le chromatisme, je ne sais pas, la ligne. Évidemment, il peut y avoir un plaisir aussi dans le contenu, mais que ça que je parle dans ce livre. Dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, dans votre livre, vous reprochez à l'art contemporain de ne pas susciter d'émotion. Pouvez-vous commenter ce point? Oui, c'est très complexe comme question, j'en parle pas mal dans le livre. Par exemple, Käthe Kollwitz et John Heartfield, qui d'ailleurs s'appelait Johann Herzfelde, c'était un juif allemand, mais enfin, John Heartfield, il a travaillé en Angleterre, ils font des montages, Käthe Kollwitz faisait de la gravure, mais là, il y a quelque chose qui est peut-être un peu grossier, mais bon, s'il y a une émotion très forte, c'est l'émotion de la lutte sociale. C'est un contre Hitler, l'autre défend la classe ouvrière. Quand on regarde l'art contemporain, ils prennent un sujet, je ne sais pas, le territoire, ok?
Alors, c'est peut-être ironique, je sais, ironique parce que quand on prend une déconstruction et on la reconstruit en rhizome, on doit faire le processus mental de comprendre le rhizome. Et d'ailleurs, Deleuze le dit que c'est un processus momentané. On ne peut pas tout le temps comprendre une chose discontinue. À ce moment-là, comment peut-il y avoir de l'émotion? Il y a de l'intellect. L'émotion est là quand on se laisse porter par l'énergie de trucs. Pour moi, c'est l'art chinois qui est vraiment ce qui me provoque de l'émotion. Et on parle de l'art du XIIIe siècle, du XVIe siècle, peut-être même de la dynastie Tang, là où Wang Wei, c'est un des grands peintres, ou une cataracte, une cascade qu'on voit ici. Donc ça, c'est quelque chose qui vous happe. Chez Toulouse-Lautrec, il y a l'émotion, peut-être l'ironie, on se sent interpellé par l'érotisme, par le rire. Dans une œuvre discontinue qui est faite de 4 morceaux ou 10 morceaux de trucs, avec des écrans, ben, peut-être il y a des gens qui réagissent de manière émotionnelle à ça. Mais moi, je crois que quand on doit faire un effort pour comprendre momentanément des objets disparates, l'émotion n'est pas claire. Mais je fais une exception. Quand il y a de l'humour dans une œuvre et l'œuvre nous fait rire, ça c'est une forme d'émotion. Donc, c'est une continuité. Il faut regarder chaque œuvre par ses mérites. Mais ce que je vois qui est présenté dans les musées, c'est toujours des trucs qui sont très, très intellectuels. Mais si je veux avoir de l'intellect, je lis Deleuze, je lis Hegel, je ne sais pas, ou je lis la philosophie analytique de l'analyse logique, où là il n'y a vraiment pas d'émotion, parce que elles disent que c'est la seule philosophie valable, ou c'est une mathématique par d'autres moyens. Alors je vous recommande la philosophie de l'analyse logique pour ne pas avoir de l'émotion, mais beaucoup d'intelligence. André, vous semblez être vraiment attaché au côté, je dirais, matériel du truc. J'aimerais avoir votre regard sur justement, il y a quand même des découvertes au niveau virtuel, on mélange maintenant des algorithmes avec certains trucs d'art qui sont un peu aléatoires, tout ça. J'aimerais avoir votre vision à ce niveau-là, s'il vous plaît. Il y a l'art Photoshop, ok? Donc ça, c'est l'art virtuel. Il y a des artistes qui sont des génies du Photoshop. Le problème, c'est que je n'ai pas vu jusqu'à présent des catalogues ou des expositions Photoshop. Parce qu'on me disait que l'art Photoshop va remplacer l'art, et je suis sûr qu'à la longue, il va remplacer parce qu'on va nous soutirer tout le papier. Alors, à un moment donné, il n'y aura pas d'autre possibilité que du Photoshop. Donc ça, c'est une forme d'art virtuel. Il y a des environnements immersifs. Oui, c'est très intelligent. Il y a des trucs très intelligents qui nous émerveillent. Mais ce que je dis, en fait, je dis qu'il ne faut pas jamais oublier l'art de la main. Et d'ailleurs, c'est pas seulement moi, c'est Merleau-Ponty, qui est mort évidemment en 61, qui disait que c'est à travers la peinture qu'on comprend la réalité. C'est un bon dilemme, où est-ce qu'on est actuellement. Mais ce que je dis, c'est de ne pas oublier cette tradition de la main. Et d'ailleurs, André Leroy-Gourhan, qui est un anthropologue, dans les années 60, disait que si on oublie la main, c'est le cerveau qui va aussi s'atrophier. Ça, on ne le dit pas. Mais évidemment, il y a des choses, virtuelles qui sont très intéressantes. C'est pas ma plus grande spécialité, mais je dis encore, c'est dans le livre, il y a certains principes. C'est une question comment les appliquer, vous comprenez? Je donne des outils, mais chacun peut les appliquer à sa manière, vous comprenez? Mais pour moi, la main est très importante. Celui qui dessine, celui qui peint, celui qui sculpte, celui même qui fait du jardinage, même l'architecte. Ça, c'est un côté tactile. Je parle de l'art tactile. Dans l'art, on parle de la représentation fidèle d'un objet, donc qui serait la mimesis, et le simulacre qui serait cette idée peut-être intellectuelle de l'art que vous présentez. Est-ce que vous pouvez reframe Oui. La représentation mimétique existe depuis Aristote. C'est la base de l'art jusqu'à l'invention de la photo. Ensuite, l'art s'éloigne de la représentation mimétique. Moi, je ne suis pas nécessairement un fan de la représentation mimétique. Je crois que même une œuvre de Malevich ou de Rothko, qui n'a pas de représentation mimétique, me touche. Il y a des calligraphies chinoises, des œuvres où il y a des dessins, des choses comme ça, qui ont une gestualité individuelle qui me touche.
Donc, pour moi, c'est pas nécessairement nécessaire qu'il y ait une représentation mimétique. Maintenant, tout ce que je dis dans mon livre, c'est à propos du simulacre. Toutes ces œuvres conceptuelles sont des simulacres de... Mais c'est toujours des choses qui sont comme rassemblées autour d'un thème. Ça ne s'adresse jamais directement. Il y a toujours une espèce d'ironie qui fait que l'effet d'indignation, d'émotion est très réduit. Parce que ce sont des raisons, ce sont des choses discontinues. Et c'est des simulacres. Je ne peux pas dire plus que ça. Alors, merci. Non, parce que je ne voulais pas entrer dans des choses, c'est un peu compliqué, mais bon, je suis content que vous avez dit. Ouais, je dis comme on le sait, l'humanité est confrontée à une crise existentielle qu'on appelle aussi l'anthropocène ou les 6e extinctions, bien le changement climatique. On sait de quoi il s'agit. Et maintenant, il y a des scientifiques très sérieux qui parlent d'une réelle possibilité de l'extinction de l'humanité à la fin du XXIe siècle. Alors, il est impossible que de tels bouleversements n'affectent pas l'art. Alors, est-ce que vous pensez que cette problématique de l'art sémiotique, de l'art du signe, sera toujours d'actualité dans quelques décennies quand les crises écologiques, les crises climatiques vont s'intensifier? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, je vais partager ma propre pensée. Évidemment, ce n'est pas seulement ma pensée. Il y a d'autres philosophes qui sont dans ce courant-là, mais c'est ma pensée parce que c'est quelque chose qui est une évidence viscérale pour moi. Et c'est que l'écologie ne peut pas être envisagée uniquement par rapport aux déprédations de l'environnement extérieur, de ce qu'on appelle la nature extérieure. L'écologie est aussi intérieure, elle est aussi spirituelle, psychologique. Donc, quand on coupe des arbres par milliards, ça ne peut faire autrement qu'affecter, que d'éroder, en fait, le milieu psychologique, spirituel et culturel dans lequel on vit, d'une part. D'autre part, l'érosion culturelle va de pair avec les disparitions des espèces et il y a une logique capitaliste sous-jacente aux deux. Alors, dans cette optique, comment est-ce que vous voyez l'effet de ces différentes dimensions de l'érosion des écosystèmes extérieurs et intérieurs et spirituels et culturels et psychologiques sur l'art contemporain? En fait, ce que je parle dans ce livre d'une aliénation de l'individu finalement. Donc on peut voir ce livre dans la tradition de l'école de Francfort. Quand on s'approche de la destruction du monde, ben, l'aliénation croît exponentiellement jusqu'au point où on disparaît dans la fumée. Donc c'est une aliénation croissante. Ce que je dis, c'est que peut-être l'art de la main dont je parle, peut-être que c'est une forme aussi d'être moins aliéné. Dans la mesure où tout est fait par des machines, et nous-mêmes devenons des images de machines, peut-être l'aliénation croît. Bon, je donne ces éléments à chacun de décider. Là, je vais faire une clarification importante parce que là, on a touché à un sujet que je connais vraiment bien. Alors, la dévastation du monde n'est pas inscrite dans les astres. Elle est inscrite dans notre culture et en particulier dans les politiques actuelles de libre pollution. Alors, ça veut dire une autre chose. Ça veut dire que avec la mort de la civilisation industrielle qui découle, qui est mue essentiellement par les énergies fossiles, il va y avoir nécessairement
une alternative, il peut y avoir une alternative, et c'est là où peut-être la revivification du monde avec la culture et l'art et la vie en général pourra effectivement surgir. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet art contemporain, c'est quand même le fruit de cette civilisation industrielle moderne, individualiste, collectiviste, etc. Donc, on parle d'un changement de civilisation carrément. Et effectivement, il y a des issues. Et la réflexion de ces issues sur le plan de la création artistique et la culture artistique va certainement, à mon avis, revivifier le monde, y compris dans l'art. Je ne suis pas nécessairement contre une coupure radicale, peut-être je la souhaite même. Ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas savoir quel type d'art il y a s'il y a une coupure radicale vers un mode de vie plus écologique, sans croissance. Peut-être tout va changer. Maintenant, à envisager un avenir utopique, je ne peux pas vraiment faire des prédictions, mais peut-être l'art va changer, peut-être on va revenir à l'art des cavernes, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, c'est possible, il y a le voyage dans le temps, non? Oui, je pense que précisément si un art doit perdurer et pouvoir renaître dans les ruines de la civilisation industrielle, ce sera précisément un art pariétal dans la tradition, peut-être dans une continuité avec l'art des cavernes, et c'est celui qui prolifère aujourd'hui essentiellement en marge des activités artistiques officielles, comme l'art des graffitis, par exemple. Okay. Vos questions ont été extraordinaires. Elles ont permis à Roger Salami et donc là, je crois que le mieux, franchement, c'est de lire son livre. Je crois qu'on est tous venus pour ça. Et donc, merci beaucoup. Et donc, bonne lecture.